So, I was very up then. I was really up, and then I've had to... Bienvenue sur Icônes et Silences, là où les légendes murmurent enfin leur vérité cachée derrière le rideau de la gloire. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre d'une vie que vous pensiez connaître par cœur, mais dont les pages les plus intimes sont restées scellées jusqu'à ce jour. Au cœur de la paisible vallée de la Loire en France se dresse le château de Fourchette, une forteresse de pierre et de silence, loin des stades rugissants. C'est ici que se réfugie un homme que le monde entier vénère comme un dieu vivant, Mick Jagger. À 82 ans, celui que l'on croit éternel a décidé de tomber le masque. Loin des projecteurs aveuglants et des foules en délire, l'icône du rock n'est plus qu'un homme face à ses souvenirs arpentant les jardins de sa demeure française, avec le poids invisible d'une immense solitude. Pour la première fois, Mick Jagger brise le silence, non pas pour provoquer un nouveau scandale, mais pour livrer une vérité qui le hante depuis le départ de son frère d'armes. Il a choisi de parler de celui qui a emporté avec lui une partie de son âme, le regretté Charlie Watts. Comment un homme qui possède la fortune, la gloire et l'adulation de millions de personnes peut-il se sentir si terriblement seul au milieu de son propre royaume? Quel est ce prix effrayant que l'on doit payer lorsque l'on survit à tous ses compagnons de route? Sous l'armure de cuir et l'énergie inépuisable, Mick Jagger cache des blessures que le temps refuse de guérir. Il a décidé de nommer ses douleurs, de raconter le vide laissé par cette batterie qui s'est tue à jamais et de révéler comment l'industrie a tenté de transformer leur amitié sacrée en un simple produit de consommation. Ce soir, sur Icônes et Silence, nous écoutons la confession d'un survivant qui ne cherche plus à être une idole, mais simplement un humain qui pleure son ami. Mais pour comprendre la profondeur de cette déchirure actuelle, nous devons d'abord comprendre comment tout a commencé. Remontons le temps vers une époque où ils n'avaient rien d'autre que leur rêve et une faim dévorante de conquérir le monde. C'était une époque où Londres balançait encore entre la grisaille de l'après-guerre et les couleurs psychédéliques d'une révolution imminente. Dans ce chaos créatif, Mick Jagger et ses compagnons n'étaient au départ que des gamins affamés entassés dans un appartement insalubre à Edith Grove. Ils vivaient dans la crasse, partageant des pommes de terre volées et rêvant de blues américain. Mais ils possédaient quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une rage pure et une énergie brute prête à exploser. Lorsque le single I Can Get No Satisfaction a retenti sur les ondes en 1965. Ce ne fut pas simplement un succès commercial, ce fut un tremblement de terre culturel. Ce riff de guitare saturé et cette voix traînante de Mick Jagger sont devenus l'hymne d'une génération entière qui refusait de se contenter de la vie rangée de ses parents. Du jour au lendemain, ils ne sont plus des musiciens de bar, mais des demi-dieux. Tandis que les Beatles chantaient l'amour et tenaient la main des jeunes filles, les Rolling Stones, eux, incarnaient le danger, le sexe et la rébellion, avec des titres comme Painted Black qui plongeaient l'auditeur dans une noirceur envoûtante, ou Sympathy for the Devil qui flirtait avec le mysticisme. Mick Jagger s'est imposé comme le chaman de cette grand-messe électrique. Sur scène, il était une force de la nature, un dandy provocateur qui ondulait comme un serpent hypnotisant les foules de Paris à New York. La France en particulier est tombée amoureuse de ce mauvais garçon sophistiqué qui parlait la langue de Molière et qui incarnait une liberté absolue et scandaleuse. Chaque concert était une émeute, une célébration charnelle où la sueur et les cris se mêlaient dans une extase collective. Mais au cœur de cette tempête sonore, il y avait un point d'ancrage immuable. Si Mick était le mouvement perpétuel, Charlie Watts était le rocher. C'était là le secret de leur alchimie. Pendant que Jagger courait sur des kilomètres de scène, attirant tous les regards et toutes les lumières, Charlie restait au fond impassible derrière sa batterie. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait le rythme parfait, ce swing jazzy qui donnait aux Stones leur sonorité unique. À cette époque, il pensait être invincible. Il voyageait en jet privé, buvait les vins les plus chers et croyait naïvement que le monde leur appartenait pour toujours. Ils étaient les rois de l'univers et rien ne semblait pouvoir arrêter leur ascension vers le soleil. L'argent coulait à flot, les couvertures de magazines se multipliaient et l'adulation du public agissait comme une drogue puissante dont ils ne pouvaient plus se passer. Ils avaient tout conquis sans savoir qu'ils marchaient déjà au bord d'un précipice
Car dans l'ombre de ces projecteurs aveuglants, des contrats se signaient, des mains se serraient et un piège se refermait doucement sur eux. Ils étaient trop occupés à être des légendes pour voir que les loups étaient déjà entrés dans la bergerie. Alors que le public voyait en Mick Jagger un dieu intouchable se prélassant dans le luxe, la réalité en coulisses était bien plus sombre et cruelle. C'était l'époque des vautours et des contrats signés à la hâte dans des chambres d'hôtel enfumées. Le plus grand prédateur de tous portait un costume cravate et un sourire rassurant. Il s'appelait Allen Klein. Il est arrivé comme un sauveur promettant de mettre de l'ordre dans les finances chaotiques du groupe, mais il a fini par orchestrer ce que l'on pourrait appeler le casse du siècle dans l'histoire du rock. Mick Jagger, ce jeune homme brillant qui avait abandonné ses études d'économie pour la musique, a commis l'erreur fatale de faire confiance aveuglément. En un trait de plume déguisé sous un jargon juridique complexe, les Rolling Stones ont perdu le contrôle de leur propre création. Imaginez la douleur sourde de chanter I Can't Get No Satisfaction ou Painted Black chaque soir sur scène pendant 50 ans en sachant que les droits de ces hymnes qui sont sortis de vos tripes appartiennent à quelqu'un d'autre. C'était bien plus qu'une perte financière, c'était un vol d'âme. On leur avait volé leur voix, leur jeunesse et l'héritage de leurs années les plus créatives. Cette trahison a laissé une cicatrice indélébile sur Mick. Il a compris brutalement que dans cette industrie, l'artiste n'est qu'un produit, une vache à lait que l'on presse jusqu'à la dernière goutte avant de l'envoyer à l'abattoir. Pour survivre, il a dû tuer une part de son innocence. Il a dû se transformer. Le poète rebelle a dû devenir un homme d'affaires impitoyable, durcissant son cœur pour ne plus jamais être une victime. Mais ce n'était pas le seul prix à payer. La machine Rolling Stones était devenue un monstre insatiable qui exigeait toujours plus de tournées, plus d'albums, plus de scandales pour nourrir la presse à sensation. Ils n'avaient plus de vie privée, plus de moments de répit. Ils étaient prisonniers de leur propre image enfermée dans une bulle dorée où la réalité n'avait plus cours. La pression était telle qu'elle menaçait de les briser un par un. Brian Jones, le fondateur du groupe, s'était déjà noyé dans ses propres démons, abandonné par le navire qui avançait trop vite pour lui. Et au milieu de ce tourbillon infernal même, le stoïque Charlie Watts commençait à vaciller sous le poids de cette vie déracinée. Mick voyait ses amis sombrer dans l'addiction pour échapper à la folie ambiante, mais lui devait rester debout. Il devait porter le masque du leader infatigable, celui qui ne flanche jamais même quand tout s'effondre autour de lui. Il se sentait responsable de la survie de cette entité monstrueuse qu'ils avaient créée. Mais à force de courir pour échapper à ses fantômes et aux créanciers moraux, Mick Jagger ne s'est pas rendu compte qu'il s'isolait de plus en plus. Il construisait des murs autour de lui pour se protéger des trahisons, mais ces murs l'enfermaient aussi dans une tour d'ivoire glaciale. Il pensait avoir traversé le pire avec la perte de ses chansons, mais le destin lui réservait une épreuve bien plus intime. Une tragédie silencieuse qui allait frapper là où aucune armure ne pouvait le protéger au cœur même de ce qui lui restait d'humain. Le moment qui a fait basculer l'univers de Mick Jagger n'est pas arrivé sous les feux des projecteurs, ni au milieu d'un scandale médiatique retentissant. Il est arrivé lors d'une journée d'été apparemment ordinaire en août 2021. La nouvelle est tombée comme un couperet tranchant net le fil d'une histoire qui durait depuis près de 60 ans. Charlie Watts, le cœur battant des Rolling Stones, l'homme qui avait donné le rythme à la vie de Mick, s'était éteint. Pour le monde entier, c'était la perte d'une légende du rock, mais pour Mick Jagger, c'était l'effondrement de son monde intérieur. Soudain, l'homme qui avait toujours une longueur d'avance sur le temps s'est retrouvé figé, paralysé par une absence impossible à combler. C'était bien plus qu'un décès, c'était une amputation. Pendant des décennies, Mick avait pu affronter les critiques, les procès, les divorces et les changements de mode parce qu'il savait qu'en se retournant sur scène, il verrait toujours le visage impassible de Charlie derrière ses fûts. Charlie était son ancre, sa boussole morale, celui qui ne l'avait jamais jugé, mais qui ne l'avait jamais laissé se perdre non plus. Sans lui, Mick s'est senti pour la première fois de sa vie terriblement mortel. Les médias et l'industrie se sont alors posé la question cruelle mais inévitable, était-ce la fin des Rolling Stones? Comment la machine pourrait-elle continuer sans son moteur? Mick a dû faire face à une crise existentielle majeure. Il se retrouvait seul face à ce miroir brisé, se demandant s'il avait encore le droit ou même la force de continuer à chanter ses hymnes de jeunesse alors que la mort venait de frapper si près.
Il s'est réfugié dans le silence, un silence lourd et oppressant qui contrastait violemment avec le bruit de sa vie publique. Il a vu défiler les images de leur jeunesse, les rires dans les vins de tournée, les regards complices échangés après un concert réussi et ce fameux respect mutuel qui avait survécu à tous les excès. La douleur était d'autant plus vive que Mick n'avait pas pu dire au revoir comme il le voulait. Il restait là avec des mots non dits et une gratitude qu'il n'avait peut-être pas assez exprimée. L'industrie musicale impatiente attendait une déclaration officielle, un communiqué froid et professionnel, mais Mick était incapable de jouer ce rôle-là. Il était dévasté. C'est dans ce gouffre de tristesse qu'il a compris que la célébrité ne protège de rien. Au contraire, elle rend le deuil public et donc plus difficile à porter. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne sa retraite et disparaisse dans l'ombre de son château, Mick a pris une décision qui allait surprendre le monde entier. Au lieu de se taire à jamais, il a choisi de transformer ce silence de mort en un dernier rugissement de vie. Le moment de vérité est arrivé, non pas dans une interview télévisée scriptée, mais là où Mick Jagger s'est toujours senti le plus vivant sur scène face à une marée humaine. C'était lors du premier concert de leur nouvelle tournée, celle que tout le monde redoutait, celle de l'après. Les lumières se sont tamisées, créant une atmosphère presque religieuse dans le stade gigantesque. Habituellement, Mick aurait profité de ce moment pour haranguer la foule, pour courir et crier. Mais ce soir-là, il s'est avancé lentement vers le micro, les mains tremblantes, agrippant le pied métallique comme si c'était sa seule planche de salut. Il a regardé la place vide derrière la batterie, cette place sacrée désormais occupée par un autre, et il a brisé l'armure. À 82 ans, le monstre sacré a laissé tomber le masque pour révéler le visage d'un homme en deuil. D'une voix brisée par l'émotion, loin des rugissements habituels, il a prononcé des mots qui ont résonné bien plus fort que n'importe quel accord de guitare. Il a avoué au monde entier que la machine Rolling Stones de ce monstre commercial que des gestionnaires avides et des producteurs cyniques avaient tenté de contrôler pendant des décennies ne tenait plus que par un fil invisible, celui de l'amour fraternel. Il a dénoncé implicitement ce système impitoyable qui voulait les voir continuer pour générer du profit, qui les traitait comme des actifs financiers et non comme des êtres humains. Mick a déclaré que s'il était encore là ce soir, ce n'était pas pour la gloire, ce n'était pas pour l'argent de ses contrats qu'il a toujours méprisé, mais c'était pour honorer la mémoire de Charlie. Il a raconté comment Charlie Watts était le seul à avoir gardé les pieds sur terre quand tous les autres s'envolaient vers la folie, le seul qui avait osé lui dire non quand le monde entier lui disait oui. La foule d'ordinaire si bruyante retenait son souffle. Voir cette icône de la virilité et de la rébellion pleurer ouvertement devant eux était un choc sismique. Mick a expliqué que chaque chanson jouée désormais n'était plus une performance, mais une conversation avec son ami disparu. Il a transformé le concert en une cérémonie d'adieu public, refusant de laisser l'industrie musicale aseptiser ce moment. En dédiant le spectacle à Charlie, il reprenait le pouvoir. Il disait à tous ceux qui avaient essayé de les exploiter, à tous ceux qui avaient volé leurs droits d'auteur dans le passé, qu'ils avaient échoué. Ils pouvaient voler les chansons, mais ils ne pouvaient pas voler l'âme du groupe. Ce soir-là, Mick Jagger n'était plus une star intouchable, il était un survivant magnifique et vulnérable qui puisait sa force, non pas dans son ego, mais dans sa fidélité. Et lorsque les premières notes de leur prochain morceau ont retenti, ce n'était plus seulement du rock'n'roll, c'était un cri de victoire sur la mort et sur l'oubli. Au-delà des paillettes et des décibels, l'histoire de Mick Jagger nous offre une leçon poignante sur la condition humaine et la fragilité de nos existences. Nous avons souvent tendance à déshumaniser nos idoles, à les figer dans une jeunesse éternelle pour satisfaire notre propre peur de vieillir. L'industrie du divertissement a construit des empires sur ces illusions, traitant souvent les artistes comme des produits jetables que l'on remplace dès qu'ils montrent une faille. Mais en brisant l'armure, Mick Jagger nous rappelle une vérité universelle que ni l'argent ni la gloire ne peuvent altérer. À la fin du voyage, ce qui compte réellement, ce n'est pas le nombre de disques d'or accrochés au mur, ni la taille des stades remplis. Ce qui reste, ce sont les liens invisibles que nous avons tissés et les mains que nous avons serrées dans l'obscurité.
L'industrie du spectacle a-t-elle oublié que derrière chaque légende se cache un cœur qui bat et qui finit par se briser? Sommes-nous prêts à accepter que nos héros soient aussi vulnérables que nous lorsque les lumières s'éteignent? Le véritable courage de Mick Jagger aujourd'hui n'est pas de continuer à chanter Satisfaction à 82 ans avec une énergie surhumaine, mais d'oser montrer ses larmes et son grand âge devant des millions de témoins. En faisant cela, il devient la voix de tous ces artistes consumés par la machine, de ceux qui ont été exploités et oubliés, et de ceux qui portent seuls le poids écrasant des souvenirs. Depuis son refuge paisible du château de Fourchette, où sous les feux brûlants de la rampe Mick Jagger ne cherche plus à prouver qu'il est le plus grand rocker de tous les temps, il cherche simplement à garder vivante la flamme d'une amitié qui a défini sa vie. Sa confession est un appel silencieux à nous tous. N'attendons pas que le rideau tombe définitivement pour voir et apprécier l'être humain derrière l'artiste, car comme il l'a si bien démontré, même les pierres qui roulent finissent par ressentir le besoin de s'arrêter pour pleurer ceux qui sont partis. C'est peut-être là sa plus grande victoire et son héritage le plus précieux, avoir survécu à tout, sans jamais avoir perdu sa capacité à aimer.